Alors bonsoir à tous et merci beaucoup pour votre présence, que ce soit en présentiel justement ou en distanciel. On va très rapidement commencer cette introduction par Pedro qui va vous faire un petit wood clap pour briser la glace. Exactement. Merci à tous pour être là. Merci à Gros Parité pour nous avoir amenés à la COP, à la fondation aussi. Je voulais si on peut partager au fait l'écran, et je voulais commencer par vous qui êtes ici avec nous, mais aussi vous qui êtes chez vous sur le chat. Et je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez que c'est de la COP au fait, si jamais vous pourriez définir la COP dans un mot, qu'est-ce que quels pourraient être ces mots-là? Vous ici, on peut commencer par vous. Il y a quelqu'un qui veut commencer? Il y a quelqu'un sur les chats? Non? Il y a personne qui a une idée sur la COP? Solution? OK, très intéressant. Ouais, c'est ça qu'on cherche. Peut-être c'est ça la question, si on trouve vraiment, si on a trouvé les solutions ou pas. Compromis. Compromis. Bah, ça va très bien ensemble avec la solution. Pour trouver, il faut que les pays trouvent des compromis. Un rendez-vous. Rendez-vous? OK, très bien. Ouais. Il y a sur les chats, il y a bon, Je vais peut-être un peu casser l'ambiance, mais moi j'aurais dit plutôt insuffisant, ou insuffisant. un mot dans le genre pour traduire ce qui s'est passé dans les dernières COP jusqu'à maintenant. OK. Du coup, insuffisant pour décrire, notamment la dernière COP, c'est ça? Il n'y a pas de bavard sur le chat. OK. Rapport de force. Rapport de force. Ouais, c'est intéressant, mais ouais, au fait, tous ces mots-là, ils vont très bien ensemble. C'est un peu ça, la COP. La COP, ce sont des enjeux d'acteurs qui essayent de faire parfois des lobbies. Et tout ça, au fait, on va voir au fur et à mesure de la présentation. Il y a d'autres mots. Engagement au pluriel. OK. Et du coup, tous ces mots sont très bons. Est-ce que... Voilà, il y a un autre. Alors, sur le chat, on nous dit bien commun et on nous dit aussi greenwashing. OK. On nous dit aussi gros stuff diplomatique. Gros stuff. Ouais. Et au fait, là, tout ça, c'est vrai, mais on est à la COP, pourquoi? Quelqu'un, j'ai pas vu sortie climat, j'ai pas vu sortie CO2. Ils sont quand même, je vois au fait où vous voulez aller, mais je crois que parfois c'est aussi important de revenir à pourquoi on fait la COP et pourquoi on est là. Donc les solutions, oui, mais les solutions à quoi? Changement climatique, les émissions, quelles sont les sources, comment trouver les stratégies pour arriver jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Je vois pas trop de... Les chats est un peu morne. Ça va nous permettre d'enchaîner justement, Pedro, avec ce que tu viens de nous dire sur la présentation finalement et le fonctionnement d'une COP. Parce qu'on était donc 8 étudiants à débarquer à cette COP en ayant évidemment quelques idées et quelques intuitions, mais voilà, finalement, une COP, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais laisser la parole à Gabriel et Anna qui vont vous présenter après ces 2 semaines de COP, qu'est-ce que c'est finalement la COP? Merci, merci Simon, j'espère que vous m'entendez bien, Quai Voltaire. En effet, donc on voulait revenir un peu sur finalement la COP, qu'est-ce que c'est? Donc la COP, c'est pour Conférence des parties, qui a été co-organisée à la fois par le Royaume-Uni et par l'Italie, qui réunit 197 parties. Et on dit parties parce qu'en fait, il y a 196 États plus l'Union européenne. Et cette COP 26 à Glasgow, elle a réuni 30 000 participants. C'était vraiment la COP avec le plus grand nombre de participants jamais vu de tant de COP.
Alors, le choix de Glasgow et non pas de Londres a été fortement critiqué par les acteurs de la société civile, mais pour le gouvernement du Royaume-Uni, c'était vraiment stratégique de choisir l'Écosse, à la fois pour mettre vraiment en valeur les atouts du Royaume-Uni en matière d'énergie renouvelable, parce que l'Écosse produit énormément d'énergie renouvelable, et également de renforcer l'image de l'Union britannique dans un contexte à la fois de Brexit et de référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Donc, il faut dire que cette COP également, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Elle intervient après des process et des longues réunions, des pré-COP de préparation, mais également en octobre, le G7 et le G20 qui se sont réunis et qui ont arrêté des points stratégiques et des positions qui sont allés après défendre à la COP. Également, on parle de la COP, mais en fait, à Glasgow, il y avait 3 conférences en même temps. Donc, il y avait en effet la COP, la conférence de l'ensemble des parties, mais également la CMA, qui est la conférence des parties des États signataires de l'accord de Paris, mais également la CMP, qui est la conférence des parties des États signataires du protocole de Kyoto. Et en fait, ces 3 COP ont lieu en même temps, dans le même lieu, et dont l'objectif est de sortir et de signer 3 textes propres à chacune des thématiques. Également, il faut souligner que cette COP, elle venait dans un climat de forte pression de la société civile, avec de nombreuses manifestations qui ont lieu depuis quand même quelques années, mais également voilà, des fortes attentes des scientifiques, avec des rapports, notamment celui du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a sorti en août 2021 un rapport faisant état de l'état des lieux, des actions des gouvernements, qui permet, très ou pas notamment, d'atteindre, enfin en tout cas de limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 degré. Et donc ces fortes pressions de la société civile et des scientifiques qui ont construit, enfin qui ont mené à la COP 26 et à avoir de nombreux enjeux que Anna va nous décrire. Merci. J'espère que vous m'entendez tous bien également. Donc en effet, la COP, elle recoupe de nombreux enjeux que je vais pouvoir expliquer. C'est difficile de parler de COP sans parler des accords de Paris. Donc la COP 26, elle arrive 6 ans après. On a pris 1 an de retard à cause du Covid-19. Et donc cet accord de Paris, il a été ratifié par 191 parties sur 197. Donc il concerne vraiment presque toutes les parties. Il indique, pour lire dans les grandes lignes son objectif, de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Donc en fait, dans cet accord, c'est noté que les États doivent mettre à jour tous les 5 ans des contributions nationales déterminées, de façon à revoir leurs objectifs et à atteindre en 2050 la neutralité carbone pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Dans cet accord, il y a également la responsabilité des émissions qui est commune mais qui est différenciée, c'est-à-dire que des pays sont plus responsables que d'autres et donc ils doivent une redevance financière à des pays plus vulnérables face aux effets du changement climatique. Donc, pour revenir à la COP26, ces objectifs, ils étaient nombreux. Ils étaient décrits sur le site même de la COP26, mais également sur le site des différents gouvernements. Et donc, ils pouvaient différer un petit peu selon les gouvernements. Donc, j'ai fait un petit compte-rendu de ces objectifs-là. Et dans les grandes lignes, les objectifs qui reviennent sont qu'il faut rehausser l'ambition climatique, qu'il faut finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, et donc notamment de l'article 6 sur les marchés carbone. On y reviendra certainement par la suite, qu'il faut mobiliser la finance climat pour les pays en développement et les pays les plus vulnérables, qu'il faut renforcer l'agenda de l'action où États et acteurs non étatiques coopèrent. Et donc plus concrètement, la COP26, elle vise aussi à accélérer l'élimination progressive du charbon, à limiter la déforestation ou encore à accélérer le passage aux véhicules électriques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une COP fonctionne par décision prise au consensus des 197 parties. Et donc, la COP va donner les décisions chapeau qui vont montrer le degré d'ambition de chacune de ces parties. Donc, si l'unanimité n'est pas atteinte à la fin des négociations, alors aucune décision n'est prise et donc il n'y aura pas d'évolution des textes. Donc, on va voir ensuite ce qui va se passer lors de cette COP. Je laisse la parole à Marin pour présenter notre rôle en tant qu'observateur au sein de la COP26.
Bonsoir à tous. Donc, AgroParisTech, on a pu avoir une place en tant qu'observateur. On a eu 4 places pour la COP26, qu'on a pu partager entre 8 étudiants, donc 4 la première semaine et 4 la seconde. Donc, j'aimerais remercier Inès qui a eu l'idée de faire la démarche pour que AgroParisTech ait une place, une position d'observateur à la COP26. Donc, très cool. Donc oui, l'équipe qu'on a pu envoyer à la COP26, on est assez diversifié. On a 4 garçons et 4 filles. Et on est 3 étudiants en master de climatologie et écologie. Une étudiante en master d'économie et de l'environnement. Une étudiante spécialisée en politique environnementale, donc c'est Gabrielle. 2 élèves ingénieurs de l'agro, Tadeg et Anna. Un paysagiste, Simon. Donc on a des profils assez variés, donc c'est assez sympa pour une première COP que aussi rapidement on a réussi à avoir une équipe aussi diversifiée et aussi motivée. Voilà. Donc on a été envoyé avec comme rôle observateur en tant qu'étudiant. Donc c'est pour participer en fait aux événements sur les différents pavillons. Je sais pas si vous avez été, enfin si on a précisé, mais il y a plusieurs types d'événements en fait à la COP. Il y a des plénières, des négociations officielles. Il y a des salles de conférence pour les différents organismes de l'UNFCCC. Et il y a aussi beaucoup d'événements parallèles. Par exemple, dans les pavillons, en fait, chaque pays tient un pavillon et pendant les 2 semaines organise des événements avec des économistes, des scientifiques qui viennent. Il y a aussi des pavillons pour autre chose que les pays, par exemple, le pavillon de la cryosphère. Et plein d'autres, le pavillon des groupes aborigènes et tout ça. Donc, notre rôle, en fait, c'était d'aller là-bas, déjà pour l'expérience personnelle, pour tout ce que ça peut nous apprendre, et aussi en tant qu'observateur pour, heu, pour, heu, pour avoir une présence, en fait, et suivre comment ça se déroule et ce qui s'y dit. Hem On a aussi eu la possibilité d'échanger, enfin, avec énormément de monde en fait, tout le long de la COP. Hem Et en particulier, on a pu croiser pendant la première semaine, madame Valérie Masson-Delmotte, donc climatologue, au GIEC, je crois qui est co-dirigeante du 1er rapport du GIEC. On a aussi pu croiser monsieur Édouard Dossetto qui est, négociateur pour la France, donc membre de la délégation française, et enfin beaucoup d'autres personnes, mais c'est les 2 que j'ai retenus en particulier. Donc, à l'UNFCCC, en fait, il y a plusieurs groupes. C'est-à-dire, en France, quand on parle d'ONG, on pense souvent aux associations, les ONG, et en fait, selon la définition de l'UNFCCC, ONG, c'est organisation non gouvernementale, c'est absolument tout ce qui n'est pas un gouvernement. Donc par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, on ne dirait pas que c'est une ONG en France, mais en fait, selon l'UNFCCC, c'est une ONG. Donc, au total, il y a 9 types d'ONG. Il y a par exemple, les Youngo pour la jeunesse, les Ringo pour la recherche et je crois que c'est Ringo Research and Independent, et plein d'autres Go en fait pour chaque type d'ONG. Nous, on faisait partie des Ringo. Donc c'est le plus grand groupe d'ONG. Il y a 2000 groupes d'ONG au total, et les Ringo constituent 500 parmi ces 2000. Voilà. Et un dernier mot par rapport aux Ringo, c'est en fait tous les organismes qui s'intéressent au changement climatique, aux causes et aux conséquences du changement climatique. Donc AgroParisTech s'inscrit très bien dans ce contexte, puisqu'il s'intéresse à toutes les conséquences que peut avoir le changement climatique sur de nombreux domaines, sur l'environnement et le vivant. Voilà. Un dernier mot sur l'inclusivité, si j'ai le temps. Okay.
En fait, les négociations elles se font avant et après la COP. Donc, c'est un processus continu. Et c'est sur des sujets souvent assez techniques, en fait. Ce qui est discuté pendant les COP, c'est des textes légaux. Donc, quand on arrive en fait à une COP, c'est sur un sujet qui a déjà été entamé et sur un sujet très très technique. Donc, les négociations à proprement parler, c'est assez difficile de tout comprendre ce qui s'y passe. Pour tous les autres événements, en fait, pour les événements sur parallèles, ça c'est beaucoup plus inclusif et en fait, en tant qu'étudiant, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Voilà, mais en fait, la présence des ONG est importante même pendant ces séquences très techniques, parce que déjà rien qu'une présence, c'est différent que si c'était uniquement les négociateurs entre eux. Et ensuite, tout le long de la COP, si on a des sujets qu'on aimerait aborder ou quoi, ça va dans ce sens en fait. Ça influe en quelque sorte sur les sujets qui sont abordés, sur les priorités. Voilà. Merci. Merci, Marin. Donc maintenant, on va. Donc vous avez Marin vous a bien esquissé un peu quel était notre rôle d'observateur. Maintenant, on va vous présenter chacun de notre tour très rapidement un petit peu un fait marquant pour nous à la COP ou un événement ou un moment qui nous a marqué pendant cette COP. Voilà, donc on va vous faire un petit rapport et puis ensuite ça nous permettra à la fin de cette soirée de pouvoir discuter et échanger entre nous. Donc je vais laisser Gabrielle commencer. Oui, c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué à la COP, j'ai pas mal suivi les plénières avec les représentants des différents États. Donc, chaque État est inscrit derrière son petit écriteau. Et notamment lors de la plénière de mercredi, donc, qui a été présidée par le président de la COP. En fait, les États qui n'avaient pas pu encore s'exprimer avaient 3 minutes chrono pour s'exprimer. Et le représentant du Nicaragua, au lieu de présenter à la fois la politique climatique de son pays ou bien les désaccords qu'il pouvait avoir avec les négociations en cours, a passé, je pense, 1 minute et demie à dire à quel point les élections qui venaient de se dérouler au Nicaragua 3 jours avant étaient formidables, tout à fait démocratiques. Et donc vraiment, ce qui m'a frappé, et ce qui était normal, mais voilà, de le voir, c'est toujours plus frappant, c'est de voir vraiment à quel point la diplomatie, les sujets chauds du moment étaient vraiment interconnectés aux enjeux climatiques et que finalement cette COP, c'est une tribune internationale politique comme d'autres pour faire passer des messages. Merci, on va maintenant écouter Tadek. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, pour raconter un peu ce qui m'a marqué pendant la COP, c'était le décalage en fait entre les attentes de la société civile et les faits en fait qui étaient marqués durant les négociations. Pendant la COP, moi j'ai constaté 2 clivages. Un premier qu'on entend souvent dans les médias, c'est le clivage nord-sud. Les pays du Nord qui veulent pas admettre l'historicité de leurs émissions, et puis les pays du Sud qui veulent un peu freiner l'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles pour pouvoir continuer à se développer. Donc ce clivage-là, il est assez connu, mais le clivage qu'on entend un petit peu moins, c'est le clivage générationnel. Et il est assez marquant, hein, finalement, de voir qu'il y a des militants pendant la COP, dans la Blue Zone, qui vont manifester ou au moins défendre leur position vis-à-vis des négociateurs devant les salles de négociation. Et là, c'est assez troublant de voir qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes, enfin que des jeunes même, et qu'au sein de ces groupes de jeunes, il n'y a pas de clivage nord-sud. C'est-à-dire qu'en fait, la société civile, elle n'est pas clivée selon sa dichotomie, et elle est plutôt, en fait, elle a des attentes qui sont bien supérieures à celles des négociateurs. Et en fait, ça m'a un peu questionné sur qu'est-ce que sont vraiment, en fait, pourquoi il y a ce décalage, ce gros décalage entre ces deux parties. Et je pense que ça tient à la perception qu'on a de l'urgence climatique, et qui fait que en fait, c'est François Gémené, justement, auteur principal pour le GIEC, qui disait faut rien attendre des COP. Ce sont comme des réunions ministérielles, en fait, où on prend des simples décisions, mais c'est purement politique.
Et en fait, pour moi, ça montre bien la différence entre les jeunes qui attendent des réactions directes et immédiates et au mépris parfois de certaines considérations économiques ou sociales, contre en fait des négociateurs qui, eux, visent justement, on l'a dit tout à l'heure, à des compromis, à essayer de trouver une solution globale et systémique. Et ça, c'est vraiment ce qu'on comprend à la COP, c'est qu'il y a un vrai clivage à ce niveau-là. Et je pense que ça sera peut-être un des enjeux des prochaines COP, d'essayer de pouvoir concilier ou rétablir un dialogue entre ces deux parties. Merci. On va maintenant écouter Julie. Oui, bonsoir à tous. Je vais continuer avec ce qu'a dit Tadeg et parler des jeunes. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué à la COP, c'était le vendredi, avec Inès, on a assisté donc à la Climate Strike, donc qui était la marche du climat. On y a participé un petit moment le matin. C'était une petite parenthèse. Et là, c'était vraiment impressionnant de voir que des enfants de 6 ans peut-être demandaient à leurs parents de venir à la COP. C'est eux qui, à la marche, pardon. C'est eux qui voulaient porter leur voix et c'était super de voir ça parce que quand on est dans la COP, on est dans une bulle et on oublie un petit peu ce qui se passe à côté. C'est-à-dire que le soir, on n'est même pas vraiment au courant des négociations qu'il y a dans la journée, etc. On est vraiment dans une bulle, on regarde des conférences. C'est super intéressant parce que on écoute des choses sur des sujets dont on n'a pas l'habitude de côtoyer tous les jours, des sujets que voilà, on n'est pas forcément familier avec, donc c'est très très intéressant. Mais comme a dit Tadeg, cette marche-là, moi, elle m'a marqué parce que voilà, on est sorti de la bulle COP et on a vraiment vu que c'était les personnes les plus affectées dans le futur qui le seront le plus étaient présentes et motivées pour les causes climatiques. Donc c'était très très intéressant. Merci. On va maintenant écouter Inès. Merci, bonsoir. Donc je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Julie parce que c'est vrai que cette manifestation, moi aussi, elle m'a beaucoup marquée. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la COP, il y a des journées thématiques. Donc les 2 premières journées sont consacrées du coup aux dirigeants qui se rendent à Glasgow pour faire leurs annonces. Donc il y avait notamment Emmanuel Macron. Et ensuite, il y a différentes journées thématiques sur l'énergie, les transports. Et donc du coup, le vendredi de la première semaine, c'était une journée qui était consacrée à la jeunesse. Et donc, on a pu participer à cette fameuse manifestation qui a réuni des dizaines de milliers de participants. Et comme l'a dit Julie, c'est vrai que, pour avoir fait déjà plusieurs marches pour le climat à Paris, c'est vrai que là, la diversité des profils était assez impressionnante puisqu'il y avait des gens, il y avait des grands-parents, notamment d'Extinction Rébellion, qui étaient là, mais aussi des jeunes et des tout bébés qui étaient là avec leurs parents aussi, et une diversité aussi en termes de langue, de culture. Donc c'était vraiment, il y avait des convictions très fortes et c'était réellement dans une ambiance bienveillante et c'était assez touchant de voir ça. Et surtout, ça nous fait réaliser en fait le décalage, le clivage qu'il y a entre ces marches pour le climat qui étaient organisées tout au long de la semaine à Glasgow et des hommes en costard cravate dans la Blue Zone et qui sont là pour essayer de faire avancer les choses, mais qui finalement prennent des engagements qui sont encore très faibles vis-à-vis en fait des attentes de la société civile. Et du coup, ça a été une réelle question pour moi de me demander si finalement ces jeunes, notamment qui étaient présents dans ces manifestations, trouvaient quand même leur contentement lors de cette COP et en fait à quoi leur servait ce type d'événement. Et en fait, c'était intéressant de comprendre que c'était pour eux en fait la seule opportunité d'avoir pour une fois toutes les caméras et les micros du monde entier branchés sur eux. Et c'était pour eux une opportunité de s'exprimer pour le monde entier. Et il y a eu des témoignages assez poignants, donc des jeunes notamment du Mexique, du Chili, etc. Et de différents pays africains. Et il y a 2 choses qui m'ont marqué particulièrement. Un premier, c'était une jeune fille qui expliquait que finalement, elle était là aujourd'hui pour défendre tous les jeunes de son pays, qui bien sûr n'avaient pas pu se rendre à la COP, et finalement qui expliquait qu'il y avait qu'elle connaissait, qu'elle avait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, qui avaient dû arrêter leurs études du fait puisque le changement climatique a eu un impact très important
important sur les récoltes agricoles. Finalement, les rendements ne sont plus suffisants pour permettre, pour assurer des revenus corrects à sa famille et aux jeunes de son village. Et du coup, beaucoup de jeunes étaient obligés d'arrêter l'école de ces fêtes-là. Et un autre témoignage aussi d'une jeune femme qui expliquait que finalement les émissions historiques cumulées de l'Afrique en termes d'émissions de gaz à effet de serre ne représentaient que 3% de toutes les émissions cumulées dans le monde depuis la période industrielle, et que pourtant c'était aujourd'hui ces peuples-là qui souffrent le plus du changement climatique. Merci Inès, on va maintenant écouter Marin. Alors, ce qui m'a le plus marqué à la COP, c'est le peu de discussion qu'il y a sur les énergies fossiles et sur le prix carbone. Donc j'y allais en me disant ça va être génial, on va parler que de ça. Et en fait, non, il devait y avoir, je crois, 4 ou 5 événements dans les pavillons qui parlaient de ça. Et c'était pas du tout au sujet des négociations, ou alors très très peu. Je crois que les énergies fossiles ont été mentionnées pour la première fois dans un texte officiel de l'UNFCCC, parce qu'auparavant, en fait, il y avait les Émirats arabes unis, je crois, qui faisaient pression pour pas qu'il y ait de ça. Enfin, quand même, ça reste très très peu. Et du coup, ça rejoint ce que disait Tadeg, c'est qu'en fait, une COP, des fois, on aimerait des trucs très concrets et très restrictifs, et qu'en fait, c'est des négociations organisées par l'ONU. Donc c'est un cadre très vaste et législatif avant tout. Et les États sont souverains, en fait, donc c'est non contraignant. L'ONU peut pas arriver et forcer la main à tous les États d'un coup et dire bon, allez. Voilà. Donc, je m'attendais pas non plus à ce qu'il se passe ce genre de scénario, mais personnellement, je m'intéresse beaucoup au prix carbone et tout ça. Et je pensais que je retrouverais ce sujet beaucoup plus que ce qu'il n'a été. Voilà, donc c'est un peu la surprise. En fait, c'est ce qui m'a le plus marqué dans une COP, c'est comment une COP fonctionne. Voilà. Merci Marin, on va écouter Anna. Merci. Donc, pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, je pense, enfin, déjà, il y a de nombreux points, mais c'est la présence du greenwashing qui prend vraiment tout son sens quand on arrive à une COP. Donc, c'est vrai qu'il y a des avancées majeures et on les présentera par la suite. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est l'importance des sujets autour de la croissance verte, autour des nouvelles technologies, autour de la compensation carbone. Et en fait, aucun discours autour de la sobriété et même très peu autour de l'adaptation au changement climatique. Donc, c'était assez perturbant. On avait vraiment la sensation qu'en fait, on allait sauver le monde grâce uniquement à la technologie et pas du tout grâce un peu à un changement de nos habitudes ou de nos pratiques. Ensuite, c'est la place du coup du lobbyisme qui est certainement en grande majeure partie, enfin qui cause justement ce peu d'avancées et ce greenwashing. Mais donc, typiquement, quand on voit les partenaires de la COP26, c'est Microsoft. Quand on va au pavillon de l'ONU, qui a le plus grand pavillon, enfin un des plus grands pavillons de la Blue Zone, c'est Facebook. Donc, c'est assez marquant. Et ensuite, un autre point, c'est l'écart entre les discours politiques qu'on entend et les discours de la société civile, parce que donc le dernier jour de la COP, le vendredi, on a pu participer à une People's Plenary, où c'était toutes les ONG qu'a présenté Marin au tout début de la conférence, qui prenaient la parole les unes à la suite des autres. Donc, c'était les représentants des chercheurs, de la jeunesse, les représentants des personnes handicapées, des genres, des personnes, des peuples autochtones. Et donc, il y a eu notamment l'intervention de peuples autochtones. Donc, pour revenir un peu sur ce que pouvait dire Inès, où en fait, c'était totalement clivant avec les discours politiques et les hommes en costard-cravate. Et effectivement, elle présentait la COP comme une performance et qu'elle ne voulait pas venir ici pour fixer un agenda, mais qu'elle venait vraiment ici pour perturber et pour changer les choses. Et en fait, je me retrouvais complètement dans son discours à elle, mais ça a représenté même pas une matinée sur toute la COP. Donc, c'était assez perturbant, mais en même temps motivant aussi de
de voir à la fin toute cette émulation qu'il y a eu grâce à toute la société civile et à ces discours où là, on se reconnaissait. Voilà. Je pourrais en parler des heures, mais je vais laisser la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci, on va écouter Pedro. Merci. Donc pour moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était au fait qu'on pourrait quand même trouver des espaces où il y avait une vraie, je sentais au moins une vraie conversation entre société civile, recherche et politique. En espace, en spécial, c'était les pavillons de la cryosphère avec les pavillons de peuples autochtones. Et, et c'est pour ça que je veux mettre en évidence un peu la situation de l'Arctique, parce que je trouve que c'était vraiment c'est la région où on peut voir les plus la connexion entre l'urgence et la justice climatique. Et du coup, juste pour mettre en contexte, jusqu'à 2050, les IPCC, donc le GIEC, il dit que c'est probable qu'on va avoir au moins un été sans glace sur l'Arctique. Ça, juste pour mettre en fait, en grandeur, qu'on va perdre un écosystème entier et on va au moins perdre les stabilités de cet écosystème d'ici à 2050. C'est une région qui s'échauffe beaucoup plus que les restes. Là, l'accord de Paris, il parle de plus 1,5. Bah, l'Arctique, ça veut dire 1,5 en moyenne, ça veut dire l'Arctique plus 5 ou plus 6. Et c'est ça, quand on revient à la justice climatique, je vais commencer avec, on parle des gens qui habitent et encore plus de fait, ce sont des vies qui sont adaptées et sont liées à la façon à l'Arctique. Et si je répète au fait, c'est que j'ai entendu là-bas, c'est pas simplement qu'ils habitent là-bas, c'est vraiment qu'ils sont l'Arctique, dans le sens ils font partie de l'écosystème. Et du coup, l'errement de vie aussi, d'élevage des rennes, de pêche sur glace, tout est très dépendant. Aussi, et ça c'est peut-être pour trouver la solution, quelqu'un a dit au début, ils ont des connaissances, et plus que ça, ils ont des systèmes de connaissances, ils ont des méthodologies, et c'est pour ça qu'il faut les remettre là sur la table avec nous pour prendre des décisions. Et là, on a eu d'accord pour donner de l'argent, ils ont fait un fonds pour les peuples autochtones, il faut leur donner cet argent pour qui eux trouvent des solutions parce qu'ils les connaissent. Et en même temps, juste pour revenir à l'urgence climatique, c'est tout cet effondrement de permafrost ou de glace qui les retouche fortement. Ça touche aussi des infrastructures partout, des pays qui sont dans l'Arctique. Et plus que ça fait aussi que ça va au fait devenir de pire en pire le changement climatique par rapport les émissions qui touchent sans entrer dans trop le détail des sciences, mais voilà, des effondrements, des permafrosts, ça va potentiellement augmenter une autre source de CO2 qui n'est pas totalement prise en compte sur les rapports des GIEC, par exemple. Donc, je voulais juste mettre en évidence cette question-là. Merci. Merci, Pedro. Et donc, je vais finir par mon moment marquant de la COP. En fait, c'était on a eu la chance effectivement, comme vous l'a présenté un peu Marin tout à l'heure, de rencontrer notamment les rédacteurs du GIEC. Il y avait un système de WhatsApp qui marchait très bien, que le pavillon France avait mis en place et les jeunes à la COP. Et on recevait des messages qui nous disaient, voilà, il y a les rapporteurs du GIEC qui sont dans 10 minutes à tel endroit. Et voilà, donc on se faufilait dans les couloirs et on a fini par assister à un long entretien avec plusieurs rapporteurs du GIEC. Moi, j'ai eu la chance d'écouter, j'ai écrit son nom parce que j'arriverai pas à le prononcer, un auteur qui s'appelait Yuri Rogelj, qui est donc chercheur à l'Imperial College de Londres, et qui nous a un petit peu expliqué, en fait, on pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'était de rentrer dans le cœur de la machine tout d'un coup et de pouvoir demander tout ce qu'on voulait. On a ces temps-là qui sont possibles en fait à la COP. On se retrouve assis par terre dans un couloir.
Sur la moquette, on est 10 personnes, 15 personnes, devant des grands experts, les plus grands experts qui existent sur ces sujets-là, et on peut leur poser toutes les questions qu'on veut. Donc on lui a demandé, voilà, du coup les questions étaient compliquées, donc est-ce que vous êtes content de cette COP, par exemple? Voilà, et puis au fur et à mesure, on lui posait des questions de plus en plus précises et on lui demandait le rapport, à quel point il influençait finalement ces COP, parce que toutes les COP sont finalement s'appuie sur les rapports du GIEC et il nous expliquait qu'en fait, tout se préparait avant et que finalement, ce qui se passait à la COP, on était déjà un petit peu au courant avant. Voilà, parce qu'évidemment, on a tous lu qu'il y avait eu des fuites et des scandaleuses. On disait, oh là là, il paraît que l'Australie veut empêcher qu'on parle des fermetures des centrales à charbon, que l'Arabie Saoudite veut qu'on enlève certains termes, notamment sur les énergies fossiles, qu'on va toujours pas parler des scénarios, parce que les scénarios qui sont écrits dans le rapport du GIEC n'apparaissent pas non plus à la COP. Et en fait, ils nous disent oui, mais en fait, on le sait depuis longtemps. Et ce qui fait qu'une COP est réussie, finalement, c'est si les textes ont été bien gérés par les experts et les politiques avant la COP. Ce qui s'est passé à la COP 21, c'est qu'à partir de 2018, ces textes ont été beaucoup retravaillés par les experts et par les hommes politiques. Et en fait, on est arrivé avec un texte qui allait déjà fonctionner, on le savait. Et quand on est arrivé à cette COP26, on savait déjà que le texte allait être bancal et que ce serait extrêmement compliqué. Donc voilà, donc on avait, moi j'étais quand même très surpris qu'on puisse nous dire ça et qu'on puisse nous parler de ces choses-là très ouvertement. Donc il y avait, lui nous disait finalement le premier texte qu'on écrit, le premier brouillon, que ce soit le rapport du GIEC ou que ce soit le texte de la COP, c'est toujours le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a toujours le plus d'ambition possible dans le premier texte et qu'ensuite chacun va enlever petit à petit ce qu'il veut enlever et pour que chaque pays s'accorde et pour qu'on arrive à un texte final, en fait, il faut supprimer des morceaux. Et voilà, donc lui il disait, voilà, on est évidemment rarement satisfait quand on est auteur, mais voilà, il nous disait, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a un autre endroit sur la Terre où on pourra avoir ces discussions ensemble? Il disait, s'il n'y avait pas ces COP, en fait, on n'aurait jamais eu cette discussion. Donc il faut rester optimiste, il faut toujours avoir cette notion d'importance des COP, et même si on est extrêmement déçu, voilà, nous, il y avait des journées, ce qu'on disait, c'est l'ascenseur émotionnel, on va d'une conférence où on est au 36e dessous, et puis on remonte après avec des marches où on communie un peu tous ensemble avec la société civile, et c'est vrai que voilà, c'est les seuls endroits où ça peut exister, c'est les COP. Et donc lui, quand on lui demandait s'il était encore un petit peu optimiste, il nous disait, mais moi je suis très optimiste, je travaille sur tous les scénarios possibles. Je parle de scénarios qui vont jusqu'à 6 degrés de réchauffement climatique. Il dit, et aujourd'hui, on se dirige plutôt vers un scénario optimiste. Il disait, si on prend tous les l'éventail, on part sur un des scénarios qui est optimiste. Donc voilà, il essayait peut-être de nous remonter le moral. On va continuer par une partie de présentation des principales décisions de cette COP, justement, et des principales avancées qui en sont ressorties avec Inès, Julie et Tadek. Je ne sais pas si Julie, tu veux commencer? Ouais, je peux. Alors, déjà, on peut reprendre l'expression good cop, bad cop, parce qu'il aura fallu donc 2 semaines de négociations pour aboutir au pacte de Glasgow qui a été finalisé le 13 novembre, donc le samedi, soit un jour en plus, un jour après la fin de la COP. Donc il a fallu quand même un jour de plus pour arriver à des accords communs. Cependant, cet accord final, il correspond pas vraiment aux attentes générales de la COP26, et le président de cette année, Alok Sharma, s'en est même excusé. Donc, par exemple, si on prend les trajectoires de réchauffement climatique prévues, actuellement, elle est de plus 2,7 degrés si les États transforment leur engagement en action. Donc, on est bien loin des plus 1,5 degrés en 2100 prévus par les accords de Paris en 2015. Et par exemple, il y a les États-Unis qui sont alignés à plus 3 degrés de réchauffement climatique, l'Union européenne à 2,3 degrés et le Canada à 3,4 degrés Celsius de plus en 2100, donc ce qui est assez conséquent et ce qui fait également qu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif de 1,5 degré pour l'instant dans les estimations. Donc de nouvelles progressions sont attendues pour la COP 27, donc l'année prochaine, pour parvenir tout de même à des trajectoires de plus 1,5 degré en 2100. Et les États,
ils ne réalisent pas leurs ambitions des NDC, donc des contributions nationales déterminées, tous les 5 ans, mais tous les ans à partir de cette année. Donc l'an prochain, on aura de nouvelles NDC, donc de nouvelles mesures, espérons-le, pour parvenir à des trajectoires un peu meilleures. Inès, je te laisse la parole. Ou TADEG, je sais pas. Donc moi, je vais vous parler de l'article 6 et des pertes et dommages. Donc concernant l'article 6, donc c'est un petit peu technique. Déjà, quand on parle de l'article 6, on parle de l'article 6 de l'accord de Paris, donc qui a été conclu en 2015 lors de la COP 21 à Paris. Cet article 6, il a pour vocation à aider les pays à la coopération vis-à-vis de leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet article 6, il a 3 volets principaux. Le premier volet, c'est mettre en place un marché du carbone qui permette justement un échange de quotas entre les pays. C'est-à-dire que chaque pays prend des engagements au niveau national, mais certains peuvent avoir plus de facilité ou de difficulté à réduire leurs émissions. Et l'idée, c'est qu'on puisse mettre en place un cadre qui puisse permettre l'entraide entre ces pays. Le second volet de cet article 6, c'est un volet qui permet un mécanisme qui permet aux pays de financer des projets, notamment de séquestration carbone. Donc un autre mécanisme pour réduire leurs émissions de manière indirecte, puisqu'en fait ils vont acheter des sortes de preuves pour justifier qu'il y a bien des réductions d'émissions qui ont été faites. Et le troisième volet, enfin, lui, il consiste à une coopération qui va être hors marché, c'est-à-dire cette fois-ci, ça va plus être de la coopération sur un partage de connaissances et d'outils techniques, par exemple de séquestration du carbone, toujours pour permettre effectivement la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Concernant cet article 6, un des grands enjeux à la COP26, c'était ce qu'on appelle le double comptage. Le double comptage, c'est le fait que la réduction des émissions de gaz à effet de serre puisse être comptabilisée dans le système national d'un pays, mais aussi dans le cadre d'un autre pays, puisqu'il y a effectivement donc ce système d'échange dont je parlais. Donc on a essayé de limiter un petit peu les risques, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, une avancée de cette COP26. En revanche, il y a encore pas mal de choses, et ça va notamment être l'objet de la prochaine COP, la COP 27 qui aura lieu en Égypte, de parvenir à un niveau de granularité encore plus fin vis-à-vis de cet article 6, notamment sur le fait que les entreprises puissent de manière volontaire réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre, et il ne faudrait pas que ces engagements volontaires de la part des entreprises entrent également dans la comptabilité des États. Maintenant, concernant les pertes et les dommages, donc déjà, il faut bien distinguer trois volets, qui est donc d'abord ce qu'on appelle l'atténuation, donc c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation, qui est donc le fait de s'adapter au changement climatique et de mettre en place un certain nombre d'outils pour parvenir à vivre dans un monde où il fera plus chaud, il y aura davantage d'événements extrêmes, etc. Et ensuite, les pertes et dommages. Ce qu'on appelle les pertes et dommages, ça fait directement référence à la coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud, puisque en fait, le principe du pollueur-payeur, en fait, voudrait que les États, notamment donc les États développés, les États du Nord, finalement, viennent en soutien et aident les pays du Sud qui subissent le plus les émissions de gaz à effet de serre et qui pourtant n'en sont pas responsables. Et ça a été une assez grosse déception de la COP, puisqu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur ces éléments-là, notamment un gros blocage important de l'Union européenne et des États-Unis, qui redoutaient en fait des mécanismes qui pourraient être juridiquement trop contraignants pour eux. Et donc ça, c'était finalement une grosse déception de la COP. Et donc du coup, il y a eu la création d'un réseau qui s'appelle le réseau de Santiago, qui a été créé lors de la dernière COP, la COP 25 à Madrid, qui justement vise à rassembler tous ces États vulnérables, les États du Sud, et essayer de créer un dialogue avec d'autres organismes, notamment sur les questions de financement. Et donc, on va voir ce que ça peut donner. Mais en l'état, concernant ces pertes et dommages, on reste bien en deçà de ce qu'on aurait souhaité. Et c'est vrai que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, le fait que, par exemple, l'Afrique, en cumulé, ne soit
soit responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre d'un point de vue sur une perspective historique, alors qu'elle subit de plein fouet les conséquences du changement climatique beaucoup pour les pays développés. Très bien. Avec Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Je ne sais pas si mon micro est activé. Oui, c'est bon. Oui. Du coup, pour continuer, on a la question du financement qui a été pas mal discutée. Et pour cette question, il y a eu deux annonces phares. La première, c'est que les 100 milliards de dollars seraient fournis aux pays en voie de développement d'ici 2023. Donc c'est une annonce qui avait été faite initialement pour la COP de Copenhague en 2009. Et en fait qui devait être tenue pour 2020, qui n'a pas été tenue actuellement. On estime, donc le CDE estime que actuellement les pays riches contribuent à hauteur de 80 milliards de dollars. Pour des ONG comme Oxfam, c'est plutôt 20 milliards en réalité. Donc il y a des gros écarts et il y a surtout des gros manques. Ces dernières années, on a constaté qu'il y avait plus de financement. En fait, on était à 1 milliard supplémentaire entre 2018 et 2019. Et on a repoussé la promesse à 2023. Donc pour l'instant, on n'est pas forcément sur ce qui était envisagé. Mais si les pays tiennent leurs promesses d'ici 2023, ça pourrait donner un très bon signal sur le fait que enfin les pays s'engagent réellement à contribuer pour les pays en voie de développement. Et il y a quand même malgré tout dans cette annonce plusieurs points de vigilance. Comme l'a souligné le GIEC, c'est plutôt un montant plancher que plafond. C'est-à-dire que 100 milliards de dollars, ça paraît très peu eu égard à ce qui est nécessaire. Par exemple, pour les pays comme, pour des organismes comme l'OCDE ou l'ONU, c'est largement insuffisant. L'ONU estime qu'il faudrait plutôt 300 milliards aujourd'hui en ce qui concerne l'adaptation et l'atténuation. Il y a également le fait que après le Covid, on a vu de nombreux plans de relance qui étaient largement supérieurs à ce qu'on a vu du côté des engagements pour le changement climatique. Donc on voit que les pays sont capables de s'engager, mais ils ne le font pas en réalité. Et des annonces assez polémiques, comme le fait que, par exemple, la délégation la plus importante à la COP, c'était une délégation des énergies fossiles. On a aussi le fait que près de 500 milliards de dollars de subventions sont toujours accordés aux énergies fossiles à l'heure actuelle. Donc il y a encore des gros décalages avec ce qui est annoncé. Et on a aussi d'autres, des alternatives qui ont été proposées pendant cette COP. Je pense notamment au président des Maldives qui a proposé, au-delà des 100 milliards, en fait, aussi restructurer les dettes des pays en voie de développement. Il a quand même précisé que les pays en voie de développement ne pourraient pas payer leurs dettes s'ils se retrouvent trop affectés par le changement climatique. Et du coup, il demande à une restructuration de ces dettes vers des projets de résilience climatique. Un autre point qui peut être vu comme une voie d'optimisme et qui peut être aussi vu comme une alternative vis-à-vis des prochaines COP, c'est les négociations bilatérales. En fait, une annonce qui a été peu médiatisée, mais qui marque un grand avancement, c'est l'Union européenne et les États-Unis qui se sont accordés pour donner 8,5 milliards de dollars à l'Afrique du Sud pour sortir du charbon. Et en fait, là, on est dans des propositions qui sont plus concrètes et plus ambitieuses et qui, là, pour le coup, se font en bilatéral et ne se font pas par consensus ni à l'unanimité. Donc ça, c'était concernant la première annonce sur les 100 milliards de dollars qui devraient être atteints en 2023. Et il y a une autre annonce qui a fait pas mal parler d'elle, c'est le fait que les financements à l'adaptation devraient être doublés d'ici 2025. Donc comme l'a dit Inès, il y a deux principales façons de lutter contre le changement climatique. Il y a l'atténuation qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et il y a l'adaptation donc qui, pour le GIEC, est un ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques en vue de soit réduire des effets néfastes ou augmenter des effets bénéfiques. Et en fait, l'adaptation jusqu'ici n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Elle représentait seulement 20 milliards de dollars de financement en 2019, donc toujours d'après les chiffres de l'OCDE, alors qu'elle devrait être actuellement autour de 70 à 80 milliards d'après l'ONU. Donc ce sujet de l'adaptation, il est vraiment monté sur... cette COP26 a été un peu le témoin du fait que l'adaptation n'était pas assez discutée
et le fait aussi qu'elle serait sûrement beaucoup plus discutée à la prochaine COP. Donc ça, c'est un point qui est positif, sachant que l'adaptation, c'est un mécanisme qui est nécessaire si on pense au fait que actuellement, si on arrête tout de suite nos émissions de GES, les effets du réchauffement climatique se feront quand même sentir, et du coup, l'adaptation, elle sera toujours nécessaire. Donc c'est quelque chose qui est à peu près monté sur le sujet, enfin, qui est monté sur l'étape des négociations, mais qui reste encore à vraiment défendre pour les prochaines COP. Et ça amène à 2 points d'attention aussi, puisque si c'est discuté aux prochaines COP, il faut faire attention à ce que les mécanismes d'atténuation ne soient pas oubliés. Et donc il faut réfléchir à un équilibre entre atténuation et adaptation. Donc ça, c'est une inquiétude aussi de la part des experts, c'est qu'on bascule soit dans l'un, soit dans l'autre, selon la tendance et selon la pression de la société civile, alors que l'idéal, ça serait de monter de façon un peu équilibrée. Et le deuxième point d'attention vis-à-vis de ces financements à l'adaptation, c'est comme l'a souligné encore François Gémené, qui est donc bien auteur principal du GIEC, qui disait que effectivement l'adaptation c'est bien, mais elle est financée sous forme de prêts. Et sachant que les mécanismes à l'adaptation, ils n'ont pas forcément de retour sur investissement. Par exemple, si on envisage un mécanisme pour lutter contre, dans le cadre qui rentrerait dans le cadre de l'adaptation, ça serait un barrage pour lutter contre, pour se prémunir de la montée des eaux. Ça rapporte pas d'argent, et donc du coup le fait de le financer sous forme de prêt, c'est un risque selon certains experts. Voilà, merci. Je vais continuer avec les annonces phares. Je vais aller peut-être un petit peu plus vite parce que l'heure tourne. Donc, concernant les réductions de gaz à effet de serre, une centaine de pays se sont mis d'accord pour réduire de 30% leurs émissions en 2030 par rapport à 2020. Leurs émissions de méthane, excusez-moi, en 2030 par rapport à 2020. Mais certains gros pollueurs comme l'Inde, la Chine ou la Russie ne se sont malheureusement pas engagés dans ce niveau-là. Et de la même manière, 100 pays se sont mis d'accord pour arrêter la déforestation d'ici 2030. Donc ça représente 85% des forêts mondiales. Et des pays comme la France, la Chine, le Brésil ou les États-Unis se sont engagés dans ce voie-là. Concernant le charbon, une des annonces phares, aurait dû être la sortie du charbon, et finalement ce n'est que décroître la production, l'utilisation de charbon, et donc du coup les émissions liées à cette production cette utilisation du charbon. Et en fait ça a été un changement de dernière minute, un blocage suite au blocage de la Chine et de l'Inde. Et donc c'était aussi une des déceptions de la COP. Néanmoins, je pense qu'il y a certaines choses aussi à relativiser sur ce point, étant donné que finalement la Chine et l'Inde sont aujourd'hui les deux principaux pays qui sont très dépendants de la production de charbon. Néanmoins, c'est vrai qu'on ne parle que du charbon finalement dans le texte, et on ne parle pas des autres énergies fossiles comme le gaz et le pétrole, alors que les pays développés, notamment les pays du Nord, sont très dépendants de ces deux énergies-là. Et du coup, c'est vrai que je trouve que dans l'espace médiatique, on a beaucoup mis le doigt pointé du doigt la Chine et l'Inde, qui du coup n'avaient pas joué le jeu d'arrêter l'utilisation, qui n'avaient pas voulu sortir complètement du charbon, alors qu'à côté, finalement, il y a eu aussi un rapport de force diplomatique qui fait que finalement, les pays du Nord, eux, n'ont pas pris d'engagement réel ou disons suffisamment fort sur les autres énergies fossiles, alors qu'ils demandent aux pays, aux autres pays, aux pays du Sud, d'en faire davantage. Merci beaucoup et merci de nous avoir écoutés. Je crois que vous avez compris qu'on était capable d'en parler pendant longtemps. Voilà, on aura passé un moment tous, je crois, assez exceptionnel. Et voilà, donc on voulait déjà vous remercier toute la communauté AgroParisTech de nous avoir permis de participer à cet événement. Et on va maintenant vous laisser nous poser des questions et nous cuisiner un peu. Voilà, donc on est à votre écoute. Est-ce qu'il y aurait des questions?
Moi, j'avais une question de curiosité vis-à-vis des accords. Alors, vous nous avez dit au début que pour les accords, il fallait que les 197 parties se mettent d'accord sur un consensus, mais après, quand on voit les actions, enfin, ce qui a été décidé, c'est 100 parties se mettent d'accord sur tel truc, 20 sur tel truc. Donc, finalement, comment ça se profile exactement? Comment ça s'articule, en fait, ces différents accords? Donc, pour que ce soit inscrit vraiment dans le pacte de Glasgow, il faut que l'ensemble des parties se soient mises d'accord. Et donc, c'est un texte qui réunit vraiment voilà, tous les pays doivent se mettre d'accord sur ce texte. Néanmoins, il y a plein d'engagements qui ont été pris au-delà de la COP. Enfin, c'est des annonces qui ont eu lieu pendant la COP, mais qui ne sont pas inscrits dans les textes officiels, en fait. C'est ça la petite nuance. Et effectivement, du coup, quand par exemple suffisamment, enfin, il y avait plusieurs pays qui étaient d'accord pour entre eux pour prendre une décision, ils la prenaient quand même, quand bien même elle pouvait pas être inscrite noir sur blanc dans le pacte de Glasgow, en fait. J'ai Et, 2 questions, en fait. Il y a quelqu'un qui voulait continuer à répondre. je voulais juste ajouter quelque chose si possible. En fait, c'est simplement que la COP, enfin, du coup, toutes les annonces phares dont on a parlé en deuxième partie, là, de présentation des résultats de la COP, c'est des décisions qui ont été prises en amont et qui n'ont rien à voir avec les négociations qui ont lieu au sein même de la COP 26. Et donc, c'est pour ça que ces annonces-là, elles peuvent concerner seulement quelques pays. Pardon. Je vous en prie. Bah, déjà, peut-être vous féliciter quand même pour commencer. Je trouve que cette initiative qui est très, enfin, qui moi en tout cas me réjouit en tant qu'ancienne. J'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez eu l'opportunité, vous, d'intervenir en tant que fameux Ringo dans ces plages d'intervention? La deuxième, c'était comment est-ce que vous allez passer le relais en fait pour la prochaine COP? Comment est-ce que vous préparez ça? Moi, je peux répondre à la première partie de la question, peut-être. En fait, pour rentrer dans les salles de négociation, c'était en général fermé aux observateurs. C'était d'ailleurs une des critiques aussi de cette COP, c'est qu'avec le Covid, il y a eu quand même beaucoup de restrictions. Par contre, on pouvait, la délégation française nous avait expliqué que de toute façon, c'était très laborieux et que voilà, c'était pas forcément intéressant pour un observateur, mais que si vraiment on y tenait, il fallait. Donc moi, j'ai réussi en choisissant un sujet très peu intéressant et en arrivant très en avance voilà, il y avait de la place dans la salle, donc j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans la salle de négociation, mais on est en retrait, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis à la table avec tout le monde, on est une ligne derrière. Donc nous, on était plutôt Ringo que Yungo, donc on était plutôt avec les chercheurs. Et là, le sujet était c'était pour justement le fait de saisir ces NDC tous les ans. On était sur un questionnement, donc l'article 4.12 de l'accord de Paris, et il fallait décider quelle serait la forme de la saisie de ces chiffres sur le site internet, donc comment pour le rendre public. Et en fait, la question de fond était de rendre public ces chiffres, finalement. On sait que certains pays mettent des chiffres un peu au hasard depuis des années. Donc déjà, il y avait cette question-là au fond. Et en fait, ils ont, pendant une bonne heure, l'Arabie Saoudite a demandé pourquoi est-ce qu'on classait les pays par ordre alphabétique. Voilà. Et donc, ça freine les négociations. Là, il y a un grand moment de silence. Ils sont tous sur leur téléphone et sur leurs ordinateurs et ils discutent entre eux, voilà, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà. Et en fait, c'est effectivement très laborieux, très long. Par contre, pour ce qui était de Yungo, on pouvait intervenir le matin en réunion de Yungo et proposer des sujets et des discussions. Mais voilà, les gens qui participent à Yungo et qui sont très investis dans Yungo travaillent sur la COP pendant au moins 1 an avant d'y arriver et sont vraiment au fond des sujets. Donc, enfin, moi, personnellement, j'ai pas osé m'immiscer dans ces questionnements-là, mais voilà, on peut en tout cas s'intégrer aux discussions de ces 9 groupes qui ont autorisation à participer aux négociations. Si je peux ajouter aussi un commentaire. Je trouve qu'il y a pas mal ce qu'on peut faire comme observateur ou même comme une partie, pas une délégation, comme observateur de n'importe quelle ONG. C'est au fait aborder les gens.
Je crois que c'est par cette méthode que, en fait, les gens, changent d'avis et tout. Et j'ai pu accompagner, pas très proche, mais quand même un petit peu l'organisation des groupes de travail qui au fait, eux, ils organisaient, ils faisaient des réunions entre eux comme une représentant des Ringo, un représentant je crois qu'Yungu, je l'ai pas vu sur ces groupes, mais normalement ils sont, et qui font des réunions entre eux pour comprendre pourquoi un pays a freiné les négociations. Entre eux, trouver des solutions et à partir de ça, proposer aux gens des délégations. Donc c'est très laborieux, c'est ininterrompu, pardon, ils s'arrêtent pas, jamais. C'est vraiment 2 semaines, 24 heures sur 7 et du coup, c'est par cette méthode et si je peux commencer à répondre à la deuxième question, c'est pour ça que c'est important de s'investir et d'envoyer des délégations à chaque année. Une fois la première année, c'est une année de découverte. À partir de ça, on passe des informations. Les gens, la prochaine année, vont être un peu plus expérimentés à travers de notre expérience, on va dire. Et ça se voit aussi dans les délégations. Les délégations les plus fortes sont les délégations qui envoient les mêmes délégués à chaque année. C'est une stratégie et c'est la même chose qu'il faut faire pour les observateurs dans le sens, peut-être pas envoyer les mêmes 8 parce que même on ne sera pas tous 8 étudiants à Corporate Tech, mais qui quand même au moins une personne de ces 8 là puisse partir et essayer. Voilà, aujourd'hui, maintenant, on peut dire qu'Agro-Paris Tech a déjà participé de la COP et voilà, essayer de continuer. Oui, moi, je peux peut-être continuer sur la seconde partie de la question pour le passage de volet aux générations futures qui vont participer à la COP. Nous, on était un peu l'équipe crash test, quoi. On a découvert tout sur le tard, on a dû faire les choses un petit peu vite aussi. On se connaissait pas forcément, on s'est pas trop vu, donc ça s'est fait sur le tard aussi. Donc nous, on pourra vraiment apporter nos retours d'expérience. On l'a fait là d'une certaine manière, mais bien sûr, on n'a pas le temps pour tout dire. Et la prochaine équipe, on pourra leur dire clairement que l'organisation c'est important, mais que des fois, quand on arrive sur la COP, on ne sait pas quoi faire. On est là, on a notre badge observateur, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par quoi on est intéressé, on ne sait pas qui on veut voir, on ne sait pas quoi voir. Donc ouais, il y a une sorte de stress. Je pense que la CE22 peut-être l'a beaucoup mieux gérée. Je pense que c'est parce qu'il y avait plus de conviction, etc. Et c'est vrai que au début, le premier jour, ça fait bizarre et voilà, il y aura tout ça à dire à la prochaine équipe qui part et voilà, leur expliquer qu'il y a des moments où on ne sait pas trop quoi faire, mais c'est pas grave, il faut relativiser, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et voilà, peut-être au niveau organisationnel, on pourra bien les aider, mais c'était super dans tous les cas, en tout cas. Moi, j'ai une question par rapport à ce qu'a dit Tadeg. C'était par rapport au financement pour adaptation. Quelles solutions, du coup, peuvent être apportées si, au final, on ne veut pas financer parce qu'il n'y a pas forcément de retour sur investissement? Je ne sais pas si mon micro est activé. Oui. En fait, la question du financement à l'adaptation, c'est plutôt un cas positif dans le sens où aujourd'hui on commence à en prendre conscience. Ça rentre sur le sujet sur la table des négociations. Donc probablement qu'en fait au futur COP, ça va vraiment être pris en compte. Il va y avoir un décalage. Actuellement, on est plutôt sur 60 pour l'atténuation et 20 pour l'adaptation, pardon. Et il y en a qui demandent un équilibrage à 50-50. Je pense que c'est un peu par pédagogie pour montrer que les deux sont importants, mais dans le fond, en fait, ce qui sera important, c'est de trouver un équilibre selon les besoins, selon les contextes. Et ça devrait être mieux pris en compte dans la suite. Et du coup, sur la question le fait que les prêts, c'est pas forcément la meilleure façon de financer l'adaptation. Ça, c'est aussi, je pense que ça, c'est à prendre en compte dans tous les. De façon plus générale, les pays du Nord contribuent pas réellement à l'atténuation, ni à l'adaptation, ni à l'atténuation. On l'a vu dans leur plan de relance, là, ils sont capables de mobiliser beaucoup d'argent, mais en ce qui concerne le financement, c'est encore très faible. Donc, je
je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de travail et c'est pas écrit. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, mais ce que je veux dire, c'est que les États ont les outils. Ils ont les outils pour le faire, mais c'est plutôt un manque de volonté. Enfin, de mon avis. Alors, j'ai une question dans le chat, elle est un petit peu compliquée. Elle demande si pour un pays donné, le comptage des émissions de gaz à effet de serre importées, est-ce qu'il est réalisé par rapport à celui de celles produites et ou exportées, plus facile à connaître et contrôler? C'est assez technique comme question. Ouais, au fait, ça revient, en fait, c'est qu'Inès avait parlé avant, c'était sur les doubles comptages. Il y a 2 façons de les faire. Il faut choisir une ou l'autre. Je Via le marché de quotas, soit via la séquestration, les mécanismes de financement. Bah, je sais pas si ça pour un pays donné, le comptage des émissions de gaz à effet de serre Oui. importées. Au fait, c'est Oui. qu'ils ont la COP26 s'est centrée, pas mal sur l'article 6, que c'est sur les marchés de carbone et les marchés de carbone, c'est ça. En fait, ça peut marcher soit par la comptabilisation par les pays qui a investi, on va dire, dans un projet, dans un autre pays ou par les pays qui a assez bénéficié. Et ça, c'est les problèmes qu'on appelle double comptage. Et donc effectivement, c'est encore des éléments qui sont, en cours de négociation, et qui, voilà, qui vont se résoudre, à la prochaine COP. Oui, je m'excuse, là, je voulais poser une question là, justement sur ce sujet. Dans les émissions carbone de la France, on compte les importations et pas les exportations. Et ces importations sont assez importantes puisque ça représente 60% de ce qui est mis au compte de la France. Alors, je me demandais en béotien, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, si ça ne posait pas un problème, parce que par exemple, les entreprises françaises qui vont s'astreindre à des protocoles stricts en matière d'émissions carbone, qui vont faire des efforts, en fait, leurs efforts ne seront pas du tout comptabilisés pour la France. Elles seront à la limite mis au bénéfice d'un autre pays, alors que les importations, si on importe en quelque sorte peut-être les mauvaises performances d'autres pays. Enfin, je vois ça vraiment de l'extérieur. Il y a peut-être une prise en compte statistique particulière, mais est-ce que ces 60% d'importations mis au compte de la France, est-ce que ça pose pas un problème et comment est-ce que c'est traité sur le plan statistique? Voilà ma question. Je crois que votre question, elle est très intéressante et ça pose vraiment ce qui, avant, on parlait de trouver des solutions, de trouver des compromis. C'est exactement sur ça parce que, en fait, chaque pays va avoir un intérêt. L'intérêt de la France, peut-être, c'est de comptabiliser par les émissions nationales et d'autres pays qui sont plutôt exportateurs vont avoir l'intérêt à l'inverse. C'est ça qui pose la complexité d'une COP. Donc, c'est tout à fait pertinent, la question. Mais il y a effectivement ce problème que tu soulevais, Inès, tout à l'heure, du fait que quand les entreprises prennent des mesures, ce ne sera pas comptabilisé, en tout cas pour le moment, par un pays. En tout cas, ce sera comptabilisé par l'entreprise. Si on peut complexifier un peu plus le débat, ça remet aussi en question une politique par exemple, des renationalisations des produits, au fait, d'essayer de diminuer les importations, de consommer un peu plus locaux etc. Donc, toutes ces politiques, elles vont ensemble et c'est à chaque pays, au fait, de décider au fait, d'avoir une cohérence avec toutes ces politiques-là. Je ne sais pas si on répond complètement, mais c'est aussi une question très dure de répondre complètement. Avant de poser ma question, je vais juste compléter. Il y a l'approche par la définition des scopes, scope 1, scope 2, scope 3, qui doit couvrir l'ensemble de la chaîne de production d'émissions carbone. Et en tout cas, c'est vrai qu'au niveau des États, c'est très compliqué d'appréhender comment réduire le scope 3, qui est le résultat de l'émission par l'utilisation d'un produit.
puisqu'on est sur des chaînes ouvertes commerciales, donc on n'a pas le droit de mettre, c'est compliqué de mettre en œuvre des barrières pour faire rentrer ou pour limiter l'entrée de produits qui seraient extrêmement nocifs en termes d'impact. En revanche, on peut, et on voit un certain nombre d'entreprises qui commencent à prendre des engagements sur la réduction 1, ce qui est plus facile, scope 1, scope 2, mais aussi scope 3, à des horizons de temps assez lointains. Mais je pense que ça, c'est un des moyens pour les entreprises d'intervenir pour agir plus fortement sur la réduction des émissions et l'objectif d'un réchauffement limité le plus bas possible en dessous de 2 degrés. Ça, c'est juste pour compléter la réponse. Et moi, la question que je vais vous poser, c'est vous avez assisté à tous ces débats, vous avez fait des très bons retours, c'était très intéressant, vous contribuez ainsi à l'éducation, on va dire, en tout cas, tous ceux qui vous ont lu. Mais je vous renvoie plutôt à la question. Maintenant que vous avez assisté à tout ça, qu'est-ce que vous compteriez faire à titre individuel pour agir demain? Peut-être pour moi, c'est un peu plus facile. Avant tout, merci beaucoup pour complémenter la réponse. Je pense que c'était très enrichissant. Ce qui, moi, je vais changer, c'est forcément, je travaille avec le climat. À la base, je suis économiste, mais j'ai un peu changé. Et maintenant, je vais tout mélanger. Mais bref, je travaille avec les climats et notamment sur la région parisienne. C'est un projet voilà, qui s'est déployé cette année. Mais à partir de tout ce que j'avoue l'urgence de l'Arctique. Et c'est pour ça que je parlais là, les 2 minutes. Je veux de plus en plus travailler sur l'Arctique. C'est appliquer les mêmes méthodologies qui, maintenant, on a pas mal de financement, on a pas mal d'argent pour quantifier. Et tout ça, en fait, c'est un peu grâce à l'accord de Paris. Mais du coup, on a pas mal d'investissements pour travailler sur des sites, par exemple, à Paris. Et je veux, à partir de ma thèse que je commence maintenant, mieux apprendre comment développer ces méthodologies et les appliquer à l'Arctique pour comprendre quelles sont vraiment les particules, par exemple, les positions de particules qui peuvent influencer l'effondrement de la glace, l'impact pour la santé humaine, parce que ce sont même particules parfois qui viennent de bateaux, qui passent à côté, qui sont aussi influencées par toute la dynamique de l'effondrement de la glace sur l'océan, qui augmente la fréquence des bateaux. Et finalement, on trouve que quelque chose de vraiment très important que peut-être j'ai appris là-bas, c'est d'être présent dans les endroits où tu travailles. Donc, où vous travaillez. Et par exemple, si aller à l'Arctique, c'est simple, travailler sur l'Arctique ou travailler sur Paris, c'est pas simplement être dans un bureau et chercher des articles qui parlent sur la région. C'est vraiment être là et essayer de comprendre quels sont les enjeux locaux et qu'est-ce que sont les demandes locales. Et du coup, tout ça a changé. Je crois voilà, la COP a vraiment changé mon avenir professionnel, je crois. Moi, si je peux continuer là-dessus, je pense que ce que j'ai vraiment envie de faire après cette COP, c'est de sensibiliser mes proches avant tout. Parce que je viens des Hautes-Pyrénées et que le climat, on voit qu'il y a moins de neige dans les stations, etc. Mais comment faire des choses à petite échelle pour ça? Personne ne sait trop. Et voilà, au sein même de la COP, moi, quelque chose qui m'a assez choquée, c'est qu'il y a une grosse salle de restauration et des poubelles partout. Donc des poubelles, on peut faire le tri. Et donc dans cette salle-là, sur les tables, il reste les contenants alimentaires, en fait, les cartons dans lesquels on nous a servi. C'est-à-dire qu'on est à la COP et qu'il y a des gens qui laissent leurs déchets sur la table, qui ne les prennent pas et les mettent pas dans la poubelle, dans le tri. Et si on regarde au sein de la poubelle, le tri n'est même pas fait. Et il y a ça, et il y a aussi au niveau du coin fumeur, les mégots sont par terre alors qu'il y a des cendriers. Donc ça m'a un peu révoltée en étant à la COP. Et je me suis dit que s'il y avait déjà des petites choses qu'on pouvait faire, c'était au moins ça. Et je voulais au moins sensibiliser mes proches à tout ça, à ce qui est le climat aussi. Il y avait la fresque du climat qui était super présente à la COP. Ils ont fait un super travail. Ils étaient omniprésents dans la COP, au sein de la COP, à l'extérieur, sur les événements, partout. Et donc, j'ai trouvé ça super chouette. J'avais jamais fait la fresque du climat. Et donc, encore une fois, je me dis que c'est bien de sensibiliser les gens de manière simple et pédagogique, en fait. Donc, des outils comme ça, rien que leur dire, faites le tri, faites ci, faites ça. Ce qu'on répète à des enfants, mais qu'au final, même des adultes ne sont pas capables de le faire. Donc, moi, s'il y a vraiment des choses qui m'ont motivée, c'est vraiment de parler tout ça à mes proches et
le fait que je parte à la COP, ils auraient été beaucoup plus sensibles aussi à toutes ces questions de climat, ils se sont demandé ce que c'était, ce qu'ils pouvaient faire, etc. Donc voilà, moi ça a été vraiment ça, c'est à petite échelle, mais je pense que ça part de là aussi et voilà des habitudes de chacun. Vraiment, bon, ça a été mon ressenti en tout cas et ce que j'ai envie de faire par la suite, à minima. Ouais, si je peux enchaîner, moi en fait, rapidement, avant d'être à AgroParisTech, donc moi je suis en master spé, enfin j'ai fini mon master spé là et avant j'ai bossé 5 ans dans le monde des assurances, donc autant vous dire très, très loin de ces enjeux, climatiques et donc moi je pense que ça a plus confirmé une orientation, professionnelle, de vouloir, travailler sur ces thématiques-là et notamment sur ces thématiques territoriales parce que clairement dans toutes ces questions-là, les questions de territoire, les questions de ville n'ont pas du tout été abordées. Alors, c'est pas forcément la bonne instance, mais voilà, ça m'a confirmé dans mes choix professionnels. Et donc, rien que ça valait de l'or. Après m'être posé beaucoup de questions l'année dernière. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'était de vous restituer ce soir nos apprentissages. Moi, par exemple, je vais témoigner dans mon master spé dans 2 semaines. Et c'est vraiment voilà, d'en parler au plus grand nombre. Déjà, de dire que de partir à la COP en tant qu'étudiant, c'est possible. Et c'est une expérience de dingue. Pour moi, c'est vraiment un message hyper important. Et également, voilà, de partager au plus grand nombre ce qui nous a frappé, ce qui nous a marqué, de partager également des articles, parce que voilà, nous, on est à notre échelle d'hommes et de femmes, mais clairement de s'appuyer sur des ressources clés pour voilà, parler encore du climat, mais également de la biodiversité qui a été pour moi la grande absente également de cette COP. Merci. Y a-t-il encore des questions? Encore une. Déjà, bravo. Tout à l'heure, vous avez parlé, en répondant à une des questions, vous avez dit qu'il y avait des choses qui pourraient se résoudre à la prochaine COP et en même temps, au cours de vos retours, vous avez aussi dit que des gens vous avaient dit qu'il fallait rien attendre des COP et dans ce cas, ma question, c'est plutôt d'un point de vue personnel. Est-ce que vous estimez qu'il y a quoi que ce soit à attendre des COP, que ça peut marcher ou pas? Alors moi, je veux bien répondre. Tadeg. C'est vrai que, juste pour répondre un peu à cette interrogation, parce que j'ai volontairement dit un peu de façon provocante, il ne faut rien attendre des COP. C'est pas de moi, c'est de François Gémenet qui lui justement nous avait un peu alerté là-dessus en disant qu'il y avait un problème pour la société civile de compréhension de ce qu'était vraiment une COP. Et en fait, je pense que l'enjeu, c'est aussi de comprendre que on met sur la table des sujets qui sont habituellement pas traités. Et c'est vrai que la COP, ça a au moins le mérite d'exister, de pouvoir mettre la société civile en regard de toutes ces discussions. Donc oui, on peut se dire, mais pourquoi les experts ils sont optimistes avec des résultats qui sont pas forcément très ambitieux. Il faut aussi se dire qu'il faut commencer par quelque chose. Il y a beaucoup de sujets à mettre sur la table. Et en fait, du coup, c'est vrai que, comme dit Simon, on est un peu dans l'ascenseur émotionnel de se dire est-ce qu'on doit être content ou pas parce que c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Et en fait, finalement, je pense que la COP, c'est quelque chose qui doit continuer, qui doit continuer à se réinventer. Et puis, effectivement, il doit aussi avoir un dialogue avec la partie civile pour voir comment on peut essayer de mieux coller à leurs attentes parce qu'il y a aussi ce décalage qui persiste. Donc moi, personnellement, je pense que, mon avis, il a vraiment évolué sur la COP au fur et à mesure. Je dirais que c'est quand même vraiment bien que ça existe, c'est vraiment bien qu'on puisse voir qu'il y a des avancées quand même et qu'il y a des progrès. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire et voilà, en fait, il faut pas s'arrêter sur ça, il faut se dire que ça continue et qu'il y a encore beaucoup de choses, quoi. C'est un premier pas. Et pour compléter, c'est aussi un lieu, la COP, où il se passe beaucoup de choses dans les couloirs et dans les réunions et en fait, c'est indispensable et ça enfin, voilà, ça me permet de répondre à la question d'avant en même temps. Où j'ai vu que les réunions Ringo, en fait, avec tous les chercheurs, en fait, venaient essayer de répondre au rapport du GIEC. C'est-à-dire que le GIEC, on va lui demander de faire un constat dans son rapport et qu'en fait, Ringo, c'est des chercheurs qui sont rassemblés dans un énorme groupement. Donc, ce que disait Marin, c'est le deuxième groupement en termes de nombre. Et c'est vraiment des gens qui cherchent des solutions. Et en fait, pendant la COP, ils viennent présenter l'avancée de leurs résultats. Et voilà, donc moi, je suis en fin de thèse. Et comme Gabriel, je me demandais si j'allais continuer un peu dans
dans la recherche en tout cas, parce que je suis aussi praticien. Et en fait, oui, voilà, la COP, ça m'a conforté dans cette idée que finalement la recherche peut avoir un impact et que la recherche, dans ces cas-là, en plus, permet de faire les choses en grand. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le, justement, on n'en est plus à réfléchir à trier nos déchets. On est vraiment à réfléchir à l'échelle globale et à l'échelle de la planète et du territoire. Et voilà, moi, c'est ça c'est ce que je trouve que la COP sert vraiment à ça, en fait, aujourd'hui. Merci. On va prendre une dernière question si on a une avant de conclure. Il y a une dernière question. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais savoir s'il y avait des mécanismes qui étaient mis en place pour obliger les pays à respecter, enfin les parties prenantes, à respecter soit le pacte de Glasgow, soit justement ces autres accords dont vous parliez tout à l'heure, plutôt que de rester dans des logiques attentistes à remettre à plus tard. Tout à l'heure, on a dit que les financements qui devaient être versés aux pays en développement devaient d'abord être réalisés en 2018 et ensuite décalés à 2023. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent d'éviter ça, enfin, en tout cas de limiter ce genre d'agissement à l'avenir ou pas du tout? Je veux bien commencer à répondre. Donc si j'ai bien compris, je crois pas que ce soit contraignant, au sens propre, en fait. Et par contre, il y a une belle contrainte, en fait, et c'est pour ça qu'on est à la COP26, c'est qu'il y a le changement climatique. Donc tous les pays du monde ont plus ou moins intérêt à faire attention aux émissions et à baisser, en fait. Donc c'est ça la tendance de fond. Mais est-ce que chaque pays réalise les NDC, en fait, les Nationally Determined Contributions? Je crois bien que non, en fait, si je me trompe pas. Si je peux aussi compléter, par exemple, quand ils ont abordé sur l'accord de zéro déforestation d'ici à 2030. Et un des pays qui a signé, c'est Brésil du président Bolsonaro, qui on a vu une augmentation extraordinaire de déforestation. Donc parfois ces accords peuvent être assez pas cohérents et c'est pour ça ce sont plutôt des promesses. Et c'est un peu à nous de regarder qu'est-ce qui se passe. Ouais. Pour le sujet des NDC, tous les pays se sont maintenant engagés à les remplir, mais ils ne le font pas forcément. Et si je peux compléter, on a rencontré quand même quelques négociateurs. Donc on a rencontré les Français, donc qui ne négocient pas directement vu qu'on est sous l'Union européenne. Mais en tout cas, ils nous disaient tous qu'ils étaient attentifs aux réactions de la société civile. Et donc, même si en effet, c'est pas contraignant et leurs engagements sont juste des mots sur un papier, il y a rien vraiment de contraignant pour eux. Mais il y a la société civile qui leur met la pression, et donc il y a nous qui leur mettons la pression et qui faisons avancer les choses, et on est écoutés de plus en plus. Donc, je pense qu'on peut croire quand même en notre force, et c'est un truc que je retiens aussi de cette COP, c'est tous ces gens qui sont motivés pour le climat et qui font pas, eux, de greenwashing, qui font pas de discours vides, qui sont vraiment là pour une seule raison, c'est limiter le réchauffement climatique. Donc, je pense qu'on peut finir sur cette note positive que en fait, en s'engageant et en luttant, nous, en tant que société civile, on peut faire avancer les choses et contraindre nous-mêmes les États à respecter leurs engagements. Eh bien, c'est parfait pour conclure cette très belle intervention. Merci beaucoup à tous et merci encore une fois de nous avoir permis de participer à cette COP et on a à cœur vraiment de faire perdurer cette participation et de passer le relais à ceux qui seront les prochains porte-parole d'AgroParisTech aux prochaines COP. Et c'est donc le moment de passer à l'apéritif, je crois. Merci. Merci beaucoup.